Dans ces formats plus longs, on va essayer de faire des focus sur des épisodes en particulier, surtout des processus révolutionnaires. Parce que quand on synthétise un grand nombre d'événements sur un temps long, l'avantage c'est qu'on en tire plus de concepts et de leçons, mais l'inconvénient, c'est qu'on schématise. Quand on fait un focus, on sent mieux l'enchaînement des événements, on se sent plus immergé dans la situation, même si du coup il faut un peu plus de temps. Et puis l'intérêt c'est aussi de donner un peu plus de faits, de données, parce que c'est sur ces éléments factuels qu'on se base pour affirmer nos idées politiques. Cette première vidéo de focus, c'est sur la révolution de 1848 en France, en lien avec la vidéo plus générale sur 1848. Avant toute chose, il faut qu'on donne des éléments de contexte. Depuis 1830, la France est dirigée par ce qu'on appelle la monarchie de Juillet. Le pouvoir est entre les mains d'une caste autour du roi Louis-Philippe, que Marx appelle l'aristocratie financière. Concrètement, c'était les fractions les plus parasitaires et rentières de la noblesse et de la bourgeoisie. Le suffrage est censitaire, c'est-à-dire que seuls ceux qui paient un impôt minimum de 200 francs peuvent voter. Alors moi non plus, l'ancien franc de l'époque, ça me parle pas trop, mais il faut savoir que ça voulait dire que seulement 250 000 personnes environ pouvaient voter sur 30 millions d'habitants. Une monarchie constitutionnelle ultra-élitiste donc. Par ailleurs, il y avait plusieurs scandales qui touchaient des aristocrates et qui donnaient l'image d'une caste dirigeante complètement corrompue et décadente. Sur le plan social, les inégalités sont de plus en plus nettes. À Paris, une grande partie de la population est composée de petits bourgeois qui tiennent de petites boutiques, pas assez riches pour avoir le droit de vote. Pourtant, ils forment le gros de la garde nationale. La garde nationale, c'était une milice citoyenne issue de la révolution de 1789. À l'époque, le milieu ouvrier, c'est encore très proche de l'artisanat. La plupart travaillaient dans le textile, le bâtiment ou le luxe. Il y a une grande industrie qui se développe, plutôt sur la périphérie, dans des endroits comme la Villette ou les Batignolles, qui ne sont pas encore absorbés par Paris. Et là, les salaires sont faibles et les conditions de travail très dures. Et en 1848, ce monde ouvrier est durement frappé par le chômage. Dans les 2/3 des ouvriers sont au chômage dans les secteurs du bâtiment, par exemple. Parce que oui, comme souvent, des causes majeures de révolution, c'est les crises économiques. Et à cette époque, on avait à la fois une crise de l'ancien type et une crise du nouveau type. J'explique. Les crises de l'ancien type, c'est les crises typiques des sociétés pré-capitalistes. C'est le plus souvent quand il y avait de mauvaises conditions climatiques et donc de mauvaises récoltes. On parlait de crise de subsistance. Mais avec le capitalisme, on a des crises d'un nouveau type qui apparaissent, plus paradoxales parce qu'elles ne sont pas dues à des chocs extérieurs comme le climat, mais au fonctionnement même du capitalisme. Et quand elles éclatent, on a des secteurs entiers qui se retrouvent non pas en pénurie, mais en surproduction. On développera ça une autre fois. Là, dans les années 1840, en gros, on a des problèmes de mauvaise récolte en Europe, en particulier avec la maladie de la pomme de terre. Donc si on manque de récolte, la bouffe devient plus chère, et en plus des problèmes immédiats de famine pour les gueux, les autres classes ont un peu de pouvoir d'achat en moins, et donc ne peuvent plus le dépenser dans les autres secteurs, qui se retrouvent en surproduction. Et la crise sur le gâteau, c'est quand en 1847, une bulle spéculative éclate. Ça avait trop spéculé sur le développement des chemins de fer notamment. Donc crise financière, plein d'investissements en panne, etc. D'où le chômage important. Donc le régime est très impopulaire et la plupart de la population a une raison ou une autre de s'y opposer. Ça donnait l'impression que le peuple était uni dans un intérêt commun face à cette monarchie et on pouvait espérer que le jour où on aurait enfin le suffrage universel, le gouvernement serait enfin au service de l'intérêt général. Alors suffrage universel, je le précise, c'était suffrage universel masculin, presque personne ne revendiquait à l'époque le droit de vote pour les femmes. Mais à l'époque, le Premier ministre Guizot était connu pour ses déclarations fermement contre le suffrage universel. Donc le type, il était encore plus détesté que le roi. Mais c'était compliqué de s'exprimer librement à l'époque. Surtout qu'il y a de plus en plus de caricatures du roi qui circulent, il y a même eu des attentats contre lui, alors le régime devient de plus en plus autoritaire. Ça devient interdit de se revendiquer ouvertement républicain. Les Républicains ils formaient une nébuleuse assez peu organisée. Il y avait un courant majoritaire autour du journal Le National, courant modéré qui représente la bourgeoisie républicaine. Il y avait un courant plus radical autour du journal La Réforme, qui circulait plutôt dans la petite bourgeoisie républicaine. Le mouvement ouvrier, lui, il n'était pas encore organisé. D'ailleurs, les syndicats étaient toujours interdits. Les leaders influents dans le monde ouvrier étaient des républicains socialistes, comme Auguste Blanqui, Louis Blanc ou Proudhon. Et le clivage entre les socialistes et les autres républicains était encore loin d'être net. Mais comme le mouvement républicain était quasi clandestin, c'est pas de lui qu'est venue l'étincelle. À ce moment, l'opposition de gauche tolérée, c'était des monarchistes de gauche. Ouais, ça fait vraiment bizarre aujourd'hui. On les appelait opposition dynastique. Cette opposition, elle essayait juste de convaincre la monarchie de faire une petite réforme électorale pour élargir un petit peu le suffrage censitaire en abaissant le niveau pour voter à 100 francs au lieu de 200. Oh là là, les fous! Et donc, pour faire un peu mousser la revendication, ces messieurs décident d'organiser ce qu'on appelait la campagne des banquets. En gros, ils organisaient de grands banquets dans les villes avec de beaux parleurs qui faisaient des discours politiques au milieu. Les banquets étaient payants, donc c'était pas le pecno du coin qui pouvait y aller, mais malgré tout, ça faisait discuter. Surtout qu'ils faisaient aussi des parades dans les rues avant de bouffer. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que de nombreux petits malins républicains vont aller faire de l'entrisme dedans.
Alors que les organisateurs, à la base, ils voulaient juste des discours où on trinquait au roi et à la réforme électorale, les républicains deviennent vite majoritaires et ils se mettent à trinquer au suffrage universel et parfois même à des trucs comme l'amélioration du sort des classes laborieuses quand c'était un républicain un peu socialiste sur les bords. Les gens de l'opposition dynastique sont complètement dépassés par leur propre créature. Et comme la campagne prend de l'ampleur, le régime décide d'interdire le dernier grand banquet qui devait avoir lieu à Paris. Et là, boum, ça va être le déclencheur de la Révolution. Donc l'interdiction tombe le 14 février 1848. Au début, leurs organisateurs essaient de maintenir l'appel à se réunir le 22 février. Finalement, la veille, ils paniquent et ils appellent à l'annuler. Mais c'est déjà trop tard. Le matin du 22, des centaines d'étudiants se rassemblent place du Panthéon, puis rejoignent des milliers d'ouvriers à place de la Madeleine. Ça fait environ 3000 personnes qui crient « Vive la réforme, à bas Guizot ». C'est encore assez modéré. C'est pas encore assez pour faire trembler le régime qui a fait appel à l'armée. En face, il y avait 30 000 soldats plus 40 000 hommes de la garde nationale. Il y a déjà un mort, ce qui va faire monter la colère. À l'intérieur de la Chambre des députés, il y a l'opposition dynastique qui essaie de faire de l'opposition légale contre le gouvernement Guizot, mais on les envoie totalement bouler. Le lendemain, au matin du 23 février, l'insurrection se développe et surtout il se passe quelque chose de fondamental. Il y a des sections de la garde nationale qui basculent. Certaines rejoignent ouvertement les manifestants, d'autres se contentent de s'interposer entre l'armée et eux. Comme on a dit, la garde nationale c'était une milice urbaine remplie de nombreux petits bourgeois de Paris qui en faisaient partie un peu comme s'ils étaient pompiers volontaires. Donc c'est pas un hasard si c'est dans leur rang que ça bascule, plutôt que dans l'armée de métier. Donc avec des nouvelles comme ça, le roi se sent obligé de lâcher quelque chose et il vire le très impopulaire Guizot. Dans un premier temps, ça semble suffire comme victoire pour la population. Le soir du 23, elle fait un peu la fête dans les rues, et là certains ont envie d'aller devant les fenêtres du ministère des Affaires étrangères, où il y avait Guizot, pour aller se foutre de sa gueule. Et c'est là que soudain, on ne sait pas exactement pourquoi, les soldats tirent sur la foule. Il y a autour de 40 morts, et là ça devient définitivement une révolution. Parce que la foule prend les cadavres sur une charrette, elle les montre dans tout Paris en hurlant à la lueur des torches, inutile de dire que ça met le feu. Du côté du roi au palais des Tuileries, ça panique sévère. Ça hésite à utiliser la répression brutale. Par exemple, il y a le général Bugeaud, qui s'était illustré en massacrant à tour de bras en Algérie, qui propose ses services. Mais le roi se dit que ça va pas le faire, aussi parce qu'il sent que même les soldats chargés de protéger le palais des Tuileries ne sont pas tout à fait sereins. Donc le lendemain, 24 février, tout est très rapide. Le matin, le roi tente un joker, nommer le chef de l'opposition dynastique à la tête du gouvernement. Mais c'est trop tard, vers midi, la foule attaque le palais, c'est fini pour notre bon roi Louis-Philippe. Oh, il s'en sort bien, hein. Il abdique et on va le laisser s'exiler en un seul morceau. Mais la monarchie s'accroche, comme une sangsue dégueulasse. Dans la chambre des députés, qui est encore remplie de monarchistes, on est déjà en train de chercher un roi ou une régente. Sauf que les révolutionnaires sont pas prêts à laisser faire ça, ils envahissent l'Assemblée et mettent un gros stop. Alors cela dit, tout reste à construire. Ce sont les leaders républicains qui se disent que la balle est dans leur camp. Ils décident alors de se réunir à l'Hôtel de Ville, qui est un lieu symbolique de la Révolution de 89, pour s'arranger sur le nouveau gouvernement. Mais ils discutent sans fin de la répartition des portefeuilles de ministres entre eux. Et le lendemain midi, c'est toujours rien annoncé comme mesure politique qui intéresse tout le pays. Alors il y a une délégation qui va toquer à leur porte, menée par un républicain radical, Raspail, qui leur met un coup de pression en leur disant qu'ils ont intérêt à proclamer la République, sinon l'insurrection reprend. Et là très vite, la Deuxième République est proclamée. Le gouvernement provisoire est finalisé dans la soirée. Son centre de gravité tourne autour des républicains bourgeois modérés, ceux du National, avec le poète Lamartine comme figure connue. Mais ils intègrent aussi quelques républicains plus radicaux, comme Alexandre Ledru-Rollin, et même deux républicains qui se disaient socialistes, Louis Blanc et Alexandre Martin. Sachant que Martin, tout le monde l'appelait l'ouvrier Albert. Et c'était le premier ouvrier dans un gouvernement français. Faut dire que les ouvriers et les petits bourgeois de Paris étaient ceux qui avaient vraiment accompli la révolution en fait. Donc c'était pas possible de snobber complètement des gens qui les représentaient un peu. En plus, ces représentants-là, c'était pas du tout des extrémistes. Eux-mêmes insistaient sur l'unité des républicains, sur la possibilité de s'entendre au-delà des classes, etc. En passant, on peut noter que le gouvernement est collégial, collectif, en partie parce qu'il est provisoire, mais aussi parce qu'à cette époque, ça va pas de soi d'avoir un président de la République. La République, c'est encore une idée fraîche, et les gens en attendent quelque chose de radicalement différent de l'ancien régime. Alors mettre un président à la place d'un roi, bof bof. Et là, je pense que c'est bien de dire quelques mots sur l'ambiance un peu euphorique au lendemain de la Révolution, parce qu'au début, les gens étaient vraiment sur un petit nuage. Déjà, les nouvelles se répandent dans le pays et le régime est partout mis à terre. Par exemple, à Lyon, le rapport de force est très bon pour les ouvriers de la soie, les fameux canuts, qui de suite prennent l'hôtel de ville, la préfecture, les forts militaires, etc. Et sont très fermes qu'ils veulent une république. Du coup, le gouvernement provisoire leur envoie un délégué, Emmanuel Arago, qui fait tout pour les rassurer et leur promet que la République doit amener tous les progrès et améliorer surtout la classe des travailleurs. Et Arago est accepté comme préfet, même si les canuts resteront longtemps mobilisés, créant une sorte de double pouvoir.
Mais globalement, la plupart des fonctionnaires et des notables locaux qui étaient monarchistes se déclarent subitement républicains. Du coup, on les appelait les républicains du lendemain, par opposition aux républicains de la veille. On remplace la plupart des préfets et des maires, mais il n'y a pas de purge générale. Dans plein d'endroits, on plante des arbres de la liberté sur les places publiques, on organise des banquets fraternels et on célèbre une ère nouvelle. Il y a toute une sensibilité romantique à l'époque qui semble animer, unir le peuple. Et puis maintenant que la liberté d'expression est là, on en profite. Des centaines de clubs politiques se forment. Beaucoup défendaient des idées socialistes comme le Club des Amis du Peuple de Raspail, la Société fraternelle centrale d'Étienne Cabet, et le club le plus populaire à Paris, c'était celui d'Auguste Blanqui, qui lui était un communiste convaincu. On peut aussi mentionner Proudhon qui écrivait dans le journal socialiste Le Représentant du Peuple. Il y avait même des clubs féministes autour de Désiré Guay et d'Eugénie Niboyer, des militantes marquées par le socialisme de Saint-Simon et de Fourier. C'est intéressant de citer un témoignage d'Alexis de Tocqueville sur l'atmosphère de l'époque, surtout parce que Tocqueville c'est un conservateur, c'est un théoricien du libéralisme mais qui se méfiait énormément des passions démocratiques et égalitaristes. Et pourtant son témoignage rend plutôt un bel hommage à ces passions. Deux choses me frappèrent surtout. La première, ce fut le caractère uniquement et exclusivement populaire de la révolution qui venait de s'accomplir. La force qu'elle avait donnée au peuple proprement dit, c'est-à-dire aux classes qui travaillent de leurs mains, sur toutes les autres. La seconde, ce fut le peu de passion haineuse que faisait voir dans ce premier moment le bas peuple devenu tout à coup seul maître de Paris. Durant cette journée, je n'aperçus pas dans Paris un seul des anciens agents de la fonction publique. Pas un soldat, pas un gendarme, pas un agent de police. La garde nationale avait disparu. Le peuple seul portait les armes, gardait les lieux publics, veillait, commandait, punissait. Dès le 25 février, 1000 systèmes étranges sortirent impétueusement de l'esprit des novateurs et se répandirent dans l'esprit troublé de la foule. Tout était encore debout, sauf la royauté et le Parlement. Et il semblait que du choc de la Révolution, la société elle-même eût été réduite en poussière et qu'on eût mis au concours la forme nouvelle qu'il fallait donner à l'édifice qu'on allait élever à sa place. Chacun proposait son plan. Celui-ci le produisait dans les journaux, celui-là dans les placards qui couvrirent bientôt les murs. Cet autre en plein vent par la parole. L'un prétendait réduire les inégalités des fortunes, l'autre l'inégalité des lumières. Le troisième entreprenait de niveler la plus ancienne des inégalités, celle de l'homme et de la femme. On indiquait des spécifiques contre la pauvreté et des remèdes à ce mal de travail qui tourmente l'humanité depuis qu'elle existe. Ces théories étaient fort diverses entre elles, mais toutes, visant plus bas que le gouvernement et s'efforçant d'atteindre la société elle-même, prirent le nom commun de socialisme. Bon, maintenant il est temps malheureusement de redescendre ici-bas. Parce que dans le monde réel, l'idéal républicain s'est très vite fait rattraper par la lutte des classes. Dans les villes industrielles comme Lille, Limoges, Lyon, Reims, Rouen, il y a des manifestations ouvrières pour réclamer des augmentations de salaire. Pareil du côté des ouvriers agricoles. Cette contestation sociale commence à faire peur aux possédants qui redoutent les partageux, les rouges, les communistes. Est-ce que finalement l'unanimisme républicain du début ne serait pas une grosse illusion? Parce qu'en réalité, pour les ouvriers, la République, c'est liberté, égalité, fraternité. C'est forcément une république sociale. Alors que tous les monarchistes devenus des républicains du lendemain, ils veulent bien tolérer la République, mais du moment que c'est pas trop social justement. Et la majorité de républicains bourgeois est tout à fait prête à les rassurer. Déjà, dès le début, il y avait quelque chose de symbolique. Le 25 février, devant l'hôtel de ville, les ouvriers parisiens proposent le drapeau rouge comme nouveau drapeau. Mais Lamartine leur fait tout un discours pour leur expliquer qu'il vaut mieux le drapeau bleu-blanc-rouge. Mais allons pas trop vite. D'abord, c'est quoi les premières mesures de ce gouvernement? En premier, il annonce que la peine de mort pour raison politique est abolie. On abolit aussi quelques trucs barbares dans la justice comme les châtiments corporels ou la prison pour dette. On abolit aussi l'esclavage dans les colonies françaises, mais en indemnisant les propriétaires d'esclaves. Oui, et pas les esclaves. On proclame le suffrage universel masculin, la liberté de la presse et la liberté de réunion. On ouvre aussi la garde nationale à tous les citoyens. Résultat, toute une frange de la jeunesse ouvrière de Paris se retrouve enrôlée. Mais ce sera une mesure à double tranchant parce que les ouvriers, une partie d'entre eux va être montée contre les autres. Parce que les chefs de la garde nationale, qui les encadrent, sont eux des officiers bourgeois et peu à peu ils formatent leurs troupes. Mais sur le plan économique, c'est toujours pas la joie. Surtout que la Révolution a fait paniquer pas mal de riches qui ont retiré en masse leur épargne, ce qui a entraîné des faillites à la chaîne. Il faut de l'argent dans les caisses de l'État, donc il faut le prendre quelque part. Une des mesures qui était réclamée par certains républicains radicaux, c'était de créer un impôt progressif. Pour eux, ça paraissait de la justice de base. Plus on est riche, plus on doit payer d'impôts. Mais le gouvernement écarte complètement cette idée. Il faut rassurer les capitalistes, pas les inquiéter encore plus. Donc puisqu'on ne prend pas l'argent aux riches et qu'on en donne même aux anciens esclavagistes, il faut bien en prendre quelque part. Donc à la place, on augmente des impôts injustes qui vont surtout au final frapper la paysannerie. On a déjà un premier choix qui va contribuer à mettre à dos une partie des classes populaires contre la République. Deux mots sur la politique internationale. Le gouvernement provisoire sait qu'en théorie, depuis la Restauration, les monarchies étrangères se donnaient le droit d'intervenir contre toute révolution républicaine. Cela dit, elles n'osent pas forcément le faire, et les républicains modérés cherchent à les assurer
qu'on pourra coexister pacifiquement. C'est pas évident pour les républicains radicaux qui, eux, voulaient encourager les républicains d'autres pays. Il y a quelques petites expéditions de républicains radicaux qui partent, en Belgique ou en Savoie, mais globalement, le gouvernement joue la carte de la paix en Europe. Ce qui est intéressant à noter aussi, c'est que le 8 avril, sur proposition de Louis Blanc, un décret facilite la naturalisation des ouvriers étrangers et appelle les ouvriers à l'hospitalité, parce qu'il y avait des manifestations de xénophobie, y compris dans la classe ouvrière. Comme on l'a dit, le gouvernement est obligé de faire des gestes envers les ouvriers parisiens, surtout parce qu'ils ont pris la confiance. Le 28 février, ils manifestent pour réclamer la journée abaissée à 10 heures et l'interdiction du marchandage. C'était une pratique de certains intermédiaires entre patrons et ouvriers qui prenaient un gros pourcentage au passage alors que les salaires étaient déjà hyper bas. Et comme on l'a vu, les ouvriers sont censés avoir des relais au gouvernement avec quelqu'un comme Louis Blanc. Louis Blanc, il était connu pour avoir écrit un bouquin, quelques années avant, appelé « L'organisation du travail ». En gros, sa théorie, c'était qu'il fallait créer ce qu'il appelait des ateliers sociaux, qui étaient des coopératives ouvrières. Comme beaucoup de socialistes utopiques, il voyait les dégâts d'un système basé sur la concurrence. Donc, il voulait aller vers une économie basée sur la coopération. Mais au niveau du chemin pour y arriver, c'était très confus et naïf. Maintenant qu'il est dans ce gouvernement provisoire, il réclame la création d'un ministère du Travail. Ça paraît pas une revendication de dingo aujourd'hui, mais à l'époque ça n'existait pas, et pour beaucoup de bourgeois c'était un peu flippant. Du coup, on lui refuse ça, et à la place on le nomme à la tête d'une commission pour les travailleurs. Comme elle se réunissait au Palais du Luxembourg, elle sera connue comme Commission du Luxembourg. Et cette commission, elle a quasiment aucun budget. Comme ça, les modérés sont à peu près sûrs qu'il n'en sortira pas grand-chose. Mais Louis Blanc accepte quand même. Il réunit des représentants des patrons et des ouvriers et essaie de trouver des terrains d'entente. Et ce sera une constante. Louis Blanc n'arrêtera pas d'appeler au calme les ouvriers parisiens. Les patrons sont obligés d'accepter des compromis pour l'instant. Ils acceptent la journée de 10 heures à Paris, ailleurs ce sera 11 heures. Et ils acceptent l'interdiction du marchandage. De toute façon, ça visait que les intermédiaires. Louis Blanc essaie aussi d'utiliser sa position pour mettre en pratique ces fameux ateliers sociaux. Il va par exemple attribuer la confection d'uniformes de la garde nationale à des coopératives. Mais au final, ça va concerner assez peu d'ouvriers. Face au nombre de chômeurs, il fallait une action plus massive que ça. Mais le gouvernement va s'en charger directement sans confier ça à Louis Blanc. Ça va être la création des ateliers nationaux, dès le 26 février. Alors ces ateliers nationaux, c'était des grands travaux. Du style, plein de chômeurs s'inscrivent et on leur fait faire des terrassements, des plantations d'arbres, des travaux pas forcément hyper essentiels et surtout pas des choses qui s'inscrivent dans la durée. On se soucie même pas de quelle qualification avaient les ouvriers avant pour choisir ce qu'on va leur faire faire. Le gouvernement avait aussi une idée derrière la tête. Il se disait que la masse d'ouvriers qui dépendrait de lui avec les ateliers nationaux pourrait facilement être mobilisable pour défendre le régime. Et ça, on va voir que c'est un pari risqué. Bref, on voit bien qu'on était sur quelque chose qui n'avait pas du tout l'ambition de transformer l'économie comme les ateliers sociaux de Louis Blanc. Mais comme ces ateliers nationaux ont beaucoup plus de budget et touchent beaucoup plus de monde, c'est surtout eux qu'on va retenir. Au point même qu'aujourd'hui, beaucoup pensent que les ateliers nationaux, c'est du Louis Blanc. En tout cas, cette confusion arrangeait bien les républicains modérés, parce qu'assez vite, il y a des discours réacs qui vont circuler contre les ateliers nationaux, en mode « marre de ces feignants de prolétaires que des rouges paient à rien faire », des discours qui vont notamment circuler chez des petits bourgeois qui vont avoir tendance à se monter la tête contre les socialistes. Mais avant de vous dire comment tout ça va finir, il faut parler d'un autre bail important, les élections. Aussitôt après la Révolution, le gouvernement provisoire annonce un processus d'assemblée constituante pour définir le nouveau régime. Les élections qui doivent désigner les députés de cette assemblée sont prévues pour le 9 avril. Mais avec le suffrage universel masculin, maintenant ce qui pèse, c'est la paysannerie, les 3/4 des habitants. Mais comme en réalité beaucoup de paysans n'ont jamais entendu parler des courants républicains qui se battent à Paris, comme d'ailleurs beaucoup ne savent pas lire, c'est en fait surtout le curé ou le notable du village qui les influence. Et eux, ces notables, se sont souvent recyclés en républicains du lendemain, alors qu'ils étaient monarchistes la veille. Donc autant dire que c'est pas les plus à gauche des républicains. Les républicains radicaux sont conscients de ça, et ils savent qu'il va falloir qu'ils fassent campagne à la campagne. Donc ils ont besoin de temps. Une manifestation ouvrière parisienne le 17 mars obtient le report des élections au 23 avril. Ça change pas grand chose, alors le 16 avril, il y a une autre manifestation pour réclamer le report. Mais tous les partisans de l'ordre commencent à s'agacer. La manifestation est donc réprimée. Et celui qui est ministre de l'Intérieur à ce moment, donc qui se charge de la répression, c'est Ledru-Rollin. Pour resituer, il fait partie de la minorité de républicains radicaux. Mais c'est pas le plus à gauche, il n'est pas clairement socialiste. Il représente plutôt le courant républicain de la petite bourgeoisie. Donc sa position de répression des ouvriers, c'est important politiquement. Ça montre que tout ce milieu social préfère maintenant se ranger du côté de l'ordre, maintenant qu'ils sont plutôt satisfaits. Donc les élections du 23 avril ont bien lieu. Et sans surprise, elles donnent une grosse majorité aux modérés du National et à des républicains du lendemain qui les rejoignent. Avec quand même plus de 20% pour les réacs du Parti de l'Ordre. Et les républicains radicaux font que 10%. Alors à l'époque, ça n'existait pas encore, les gros appareils de parti comme aujourd'hui. Ce qu'on appelle le Parti de l'Ordre, c'est pas un parti qui avait un logo qui s'affichait « Bonjour, c'est le Parti de l'Ordre », mais a posteriori, on peut les classer ensemble et voir quels sont leurs amis, quels sont leurs réseaux. Bref, c'est des gros royalistes.
Socialement, la composition des élus, c'est intéressant. Il y a 0 paysans, une quinzaine d'artisans et d'ouvriers, sinon c'est que des bourgeois et des nobles. Alors ces députés se réunissent le 4 mai à Paris, et vu que les républicains conservateurs se sentent un peu mieux, ils en profitent. Ils nomment un gouvernement resserré de 5 membres, et au passage on dégage les 2 socialistes, Blanc et Martin. En fait, l'Assemblée voulait même dégager Ledru-Rollin, comme quoi, même en faisant les porte-flingues des classes dominantes, on ne se fait pas forcément récompenser. Mais en fait, Lamartine va quand même sortir un discours pour convaincre de le garder au gouvernement, en prévenant que sinon ça serait trop impopulaire. Autre serrage de vis, l'Assemblée interdit les pétitions des clubs. C'est-à-dire que les nombreux clubs politiques de Paris allaient souvent à l'Assemblée pour porter directement leur message. C'était une pratique des sans-culottes, de la Révolution 89, que les clubs se remettaient spontanément à faire. Mais les députés, ils en avaient marre de se faire emmerder par toute cette plèbe. Donc, fini. Donc on continue à s'éloigner de la République version populaire. Et d'autres événements vont encore accentuer ça. Le 15 mai 1848, une manifestation s'organise en faveur des insurgés polonais. Il faut savoir que les Polonais étaient en première ligne contre les Prussiens et surtout contre l'Empire russe, donc ils étaient vus comme des martyrs de la démocratie en quelque sorte. Mais bref, ça aurait pu être une manif assez symbolique, sauf que certains républicains radicaux tentent une insurrection en mode envahir l'Assemblée et tout. Même aujourd'hui, on ne sait pas exactement si c'était vraiment planifié et par qui. Certains parlent d'agents provocateurs. En tout cas, c'est clair que si c'était préparé, c'était mal préparé, car c'est un flop. Et c'est encore plus clair que du côté gouvernemental, on a sauté sur l'occasion pour accuser tous ceux qu'on n'aimait pas. Des radicaux comme Blanqui, Raspail ou Barbès sont arrêtés à l'appel. Même Louis Blanc a failli être emprisonné, mais bon, lui, depuis le début, il fait tellement tout pour prouver qu'il est inoffensif qu'on le laisse finalement tranquille. Mais les rageux décident quand même de dissoudre sa commission du Luxembourg. Les plus rageux, ils voudraient même dissoudre les ateliers nationaux. Parce qu'en fait, ils ont remarqué que pas mal d'ouvriers des ateliers nationaux ont participé à la manif du 15 mai. Mais il y a des hésitations quand même, c'est un peu tendu de faire ça. Mais un peu plus tard, les 4-5 juin, il y a des élections complémentaires à l'Assemblée. On voit que ça se radicalise à Paris avec des socialistes comme Proudhon ou Pierre Leroux qui sont élus, mais ce qui l'emporte à l'échelle de tout le pays, c'est surtout que les républicains modérés reculent et le parti de l'ordre se renforce. Du coup, les conservateurs se lâchent et le 21 juin, ils font passer la dissolution des ateliers nationaux. Et ça, les nombreux ouvriers qui vivaient grâce à ça, ils l'ont en travers. Dès le 23 juin, il y a des barricades dans Paris. C'est le début de l'insurrection qu'on appelle les Journées de juin. Le lendemain, l'Assemblée proclame l'état de siège et donne les pleins pouvoirs au général Cavaignac. Cette fois, malheureusement, le rapport de force dans les troupes et dans la garde nationale est nettement du côté de l'ordre. Ça va conduire à une boucherie, entre 3 et 5 000 ouvriers tués. Le message est clair, la République, elle sera pas sociale, et si t'es pas content, c'est pareil. Après les journées de juin, c'est de pire en pire. Le centre de gravité de la République évolue à toute vitesse vers la droite. Un des effets immédiats, par exemple, c'est que le peu de presse féministe qui commence à exister est complètement réprimé. Mais par ailleurs, toute cette brutalité ne résout pas la situation de crise économique. Donc les classes dominantes, avec l'égoïsme structurel qui les caractérise, vont continuer à prendre l'argent des autres, y compris les classes intermédiaires qui jusque-là les soutenaient. L'Assemblée refuse d'alléger la dette des petits commerçants et artisans qui sont complètement sous l'eau, ce qu'on appelle les concordats amiables. Ben oui, les gens à l'Assemblée sont beaucoup plus potes avec les financiers prêteurs d'argent qu'avec les petits bourgeois endettés. Ironiquement, on est revenu en quelques mois au même règne de l'oligarchie financière que tout le monde dénonçait sous la monarchie de Juillet, mais avec goût république maintenant. La réforme de l'impôt sur les boissons va aussi mettre en colère beaucoup de paysans. Donc on a vraiment une situation de crise politique. Le suffrage universel a été instauré, mais passé l'état de grâce du début, la République se réduit de plus en plus à une république de gros riches. Donc ça peut pas marcher longtemps. Les gens qui en majorité sont en train de se faire avoir dans l'affaire vont forcément pas revoter toujours pour les mêmes. À la fin de l'année 1848, il y a des élections présidentielles. Oui, parce que maintenant, avec tous les conservateurs qui dominent, les opinions les plus démocratiques en mode exécutif collectif ont été écartées et il y aura un président, point. Et là, il se passe quelque chose qui surprend un peu tout le monde. Le neveu de Napoléon Ier se présente et fait une campagne qui arrive à attirer énormément de voix, dans les campagnes surtout. Évidemment, déjà rien qu'avec son nom, il récupère beaucoup de gens qui sont facilement impressionnés. Mais surtout, il arrive à faire croire qu'il est du côté de tout le monde. Le plus gros de ceux qui votent pour lui sont les paysans, qui sont persuadés qu'avec Bonaparte, ils auront moins d'impôts. Mais il avait aussi beaucoup de votes des ouvriers parisiens. Déjà parce qu'ils se sentaient complètement trahis par les républicains, mais aussi parce que Bonaparte avait presque une image de socialiste face aux républicains modérés. Il avait écrit un petit livre appelé « L'extinction du paupérisme », promettant de voler au secours de la classe ouvrière. C'était vraiment rempli de conservatisme, en mode « il faut aider les pauvres sinon ils vont devenir subversifs », il faut leur donner un sens religieux, etc. Et les mesures qu'il propose sont vraiment n'importe quoi, du genre donner des terres aux chômeurs pour qu'ils partent vivre à la campagne. Et en même temps, il promettait de rétablir l'ordre, et ça rassurait les gens du parti de l'ordre. Du coup, sur un gros malentendu, il se retrouve élu avec les 3/4 des voix. Cavaignac pour les républicains bourgeois tombe à 20%, et Ledru-Rollin fait 5%. Je dis gros malentendu, mais malheureusement, c'est un problème plus profond que ça. Le problème de la démagogie. Ce mal que produit la démocratie tronquée, qu'on a sous le capitalisme. On a des classes très différentes, avec un accès à l'information très différent, et une colère latente.
Du coup, ça rend possible et fréquent que par l'appel aux émotions plutôt qu'à la raison, des millions d'électeurs puissent se faire complètement avoir et voter carrément contre leurs intérêts de classe. L'élection de Bonaparte ne va évidemment pas régler miraculeusement les problèmes. D'ailleurs, aussitôt ses projets pour les chômeurs sont enterrés et de nouveaux impôts tombent sur la gueule des paysans. Mais le pire, c'est qu'il arrive à conserver une bonne cote de popularité, surtout dans la paysannerie. Il arrive à se construire l'image d'un homme entravé par les institutions, qui ne peut pas faire tout ce qu'il voudrait pour le bon peuple. Du coup, il n'hésite pas d'ailleurs à faire tourner dans le pays et à faire des discours démagogues contre l'Assemblée nationale. Les dirigeants du Parti de l'Ordre pensaient pouvoir contrôler facilement Bonaparte, mais en fait, il fait cavalier seul. Et eux, ils n'ont pas assez de base populaire pour résister. Pendant 2 ans, d'un côté, il renforce son image, de l'autre côté, l'extrême gauche monte, le courant qu'on appelait démocrate socialiste ou la montagne en référence à 1789. Aux élections législatives de mai 1849, la montagne fait 30%, loin devant les républicains modérés. Mais malheureusement, la poussée du côté socialiste ne va pas être aussi forte que celle du côté bonapartiste. Pour schématiser, on a Bonaparte qui renforce toujours plus son pouvoir et qui ne peut plus se contenter d'une constitution républicaine qui limite le pouvoir exécutif. Ça cause un vrai conflit entre lui et les députés, y compris les députés du Parti de l'Ordre qu'il avait soutenu. Mais de l'autre côté, la démocratie elle-même semble faire monter les rouges, les partageux. Et ça, pour les classes dominantes, c'est l'ennemi principal. Donc, quand Bonaparte fera son coup d'État le 2 décembre 1851, une majorité du Parti de l'Ordre va choisir de s'accommoder de lui. Fallait pas compter sur eux pour faire des barricades pour défendre les principes républicains de toute façon. Pour finir, quelques mots peut-être sur les enseignements qu'on peut tirer de cette révolution et de la contre-révolution qui la clôture. Au niveau de la violence, la contre-révolution est toujours plus violente que la révolution. Dans la révolution de février, pour faire tomber la monarchie, on a autour de 350 morts dans tout le pays. Dans les journées de juin où les classes dominantes écrasent les ouvriers pour terminer brutalement la révolution, on a autour de 4000 morts. Cette répression, qui a été dirigée par des représentants du peuple élus au suffrage universel, a brutalement fait comprendre à beaucoup de socialistes que le droit de vote pour tous ne suffirait pas à résoudre la lutte des classes. Beaucoup vont retenir que, avant que la République s'effondre sous sa propre impopularité, ce sont des républicains bourgeois et des petits bourgeois soi-disant plus démocrates qui ont réprimé dans le sang. Ça a donc été le marqueur pour les marxistes de la rupture entre mouvement ouvrier socialiste et mouvement bourgeois, même républicain. Karl Marx a analysé ça dans un livre, Les luttes de classe en France. Il considérait que cette révolution a été une défaite, mais qu'elle a aussi permis l'émergence d'une conscience de classe. Et évidemment, je renvoie aux conclusions de la vidéo plus générale sur 1848 sur la notion de révolution permanente. L'idée que même si on parle d'une révolution à visée démocratique, le camp des exploités doit toujours rester sur ses gardes pour pas se faire endormir. Sinon, ça finit toujours par un pouvoir qui revient exclusivement dans les mains des capitalistes. Et en plus, presque toujours par un retour à une forme ou une autre d'autoritarisme. Sur ce, salut camarades.